Ohayozaimasu! J'ai de la chance grâce à mon métier de vivre dans l'année 5 mois au Japon, 7 mois en France. Ce qui fait que je vis dans une maison japonaise et française. Et justement, j'ai remarqué des différences. Déjà la première, c'est qu'en France, relativement, les maisons sont toutes un peu différentes. Alors qu'au Japon, c'est vraiment le même modèle à chaque fois. C'est bien simple, en 2021, quand j'ai fait mes visites de maison pour trouver celle-ci, et bien au bout d'un moment, j'avais même plus besoin de visiter de maison. On me donnait juste un plan et j'arrivais à savoir à quoi ressemblait juste en visite mentale comme ça. Ce conformisme vient également avec son lot de fonctionnalités intégrées à la maison et justement, ces fonctionnalités, eh bien, on les retrouve pas très souvent dans les maisons françaises et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Le premier, c'est l'interphone. Alors, l'interphone, il n'y a rien de très surprenant dessus, sauf une chose, c'est que vu que la porte, en fait, il n'y a pas de jardin, littéralement, on passe de la route à ma porte immédiatement, bah, l'interphone, ça sert juste à voir les gens, mais quand je suis à l'étage, bah, je dois vite descendre pour ouvrir aux gens, sinon bah, ils peuvent pas rentrer, quoi, c'est normal. Donc voilà, c'était la première petite différence. Deuxième différence, il y a des prises électriques ici, en extérieur. Alors ça, c'est trop pratique, mais je sais, vous avez aussi des prises électriques à l'extérieur, mais vous avez un petit cache pour les protéger de la pluie. Au Japon, ils se sont dit, pas besoin, on utilise la gravité. Les prises électriques en fait sont dans ce sens-là, voilà. Donc du coup tu branches dans ce sens-là. Parfois c'est mouillé, c'est un peu stressant, mais ça se passe bien. Autre différence entre les maisons en France, eh bien il y a des murs mitoyens, voilà, et d'ailleurs c'est souvent la guerre entre les voisins qui doivent entretenir le mur mitoyen, exactement tout ça. Voici mon mur mitoyen avec mon voisin. Voilà. La séparation entre deux maisons au Japon. Et c'est très intéressant parce que ce mur, je crois que si je me souviens bien, contrairement en France où en fait t'as un morceau du mur, je crois qui est de ton côté qui t'appartient et l'autre côté qui appartient au voisin, ce morceau là il m'appartient à 50%. Il n'y a pas genre là c'est moi, là c'est lui. Par contre là si je vais là, j'ai un pied chez mon voisin hein, complètement, on va arrêter. Et on va commencer maintenant avec la porte. Je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont dit dans les vidéos « What the fuck, tu ouvres ta porte avec une clé magnétique ?» comme dans un hôtel. Et ben en fait, oui, déjà j'en suis très fier et c'est un truc vraiment très classique. Au Japon maintenant, toutes les maisons neuves en ont et j'ai remarqué que les Japonais n'aiment pas du tout ce système. C'est-à-dire que tout le monde le fait mais les Japonais n'aiment pas. Ils préfèrent utiliser la bonne vieille clé. Vous dites, attends mais t'es baisé là, si tu veux... Quand il n'y a plus de piles, tu fais comment? Il y a en vérité un moyen d'ouvrir sans la clé magnétique. La grosse différence que vous allez trouver dans toutes ces fonctionnalités que je vais vous présenter dans cette vidéo, en fait, c'est que au Japon, c'est basique, c'est la norme, alors qu'en France, eh bien, c'est « Ah, je l'ai déjà vu quelque part ». Est-ce que tu vois une différence avec la France, avec cette porte? En fait, ça saute aux yeux une fois que tu le dis, mais au début, c'est dur. La manière de l'ouvrir? Exactement. Le sens d'ouverture de la porte, je trouve que ça retraduit énormément le concept de sécurité au Japon. Au Japon, tu ouvres, en fait, dans le sens... extérieur. Toutes les maisons en France, tu ouvres vers l'intérieur, en mode vite tu te faufiles, tu vois. Alors que bah au Japon, c'est en mode bonjour le monde, tout va bien aujourd'hui pour moi, tu vois. Je pense que j'ai tout dit pour ce qui est de l'extérieur, on va passer maintenant à l'intérieur. Mais que vois-je? Une sponsor! Oli, c'est la boisson qui m'accompagne quand je vais à la salle. C'est le coup de boost supplémentaire dans la journée qui me permet de tenir de 7h du matin à 2h du mat. Oui. Je consomme vraiment du Oli Energy. Pour ceux qui ne se sentent pas concernés, il y a également Oli Iced Tea. Ça, c'est parfait pour arrêter les sodas en douceur. Parce que j'en vois des gens qui sont accros au soda, coca ou autre chose. Et vous savez très bien que c'est de la merde ce qu'il y a à l'intérieur et que c'est blindé de sucre. Pourtant, l'appel de cette saveur sucrée est trop forte et du coup, vous y retournez. Mais ça, c'était avant Oli. Oli, c'est sans sucre, sans caféine et avec des antioxydants. Il y a même une nouvelle gamme qui s'appelle Oli Hydratation qui est fait pour les efforts dans la durée. Pour ceux qui veulent commencer, je vous recommande le pack découverte, ça permet de goûter à plein de goûts différents pour savoir lequel vous préférez. Personnellement, moi j'adore le requin. C'est fraise et orange et il y a aussi le piranha que j'aime beaucoup, c'est pommes et grenades. Mais vu qu'on s'approche des fêtes de Noël, Oli a pensé à tout en nous faisant un calendrier de l'Avent énorme. Putain, je trouve ça vraiment trop sympa et pour le coup, je ne vais pas ouvrir la case avant le début des... Non. J'ai pas touché, hein, promis. Il y a le calendrier découverte avec les 24 saveurs de Oli et vous avez le calendrier Squad où là vous avez carrément des produits exclusifs à l'intérieur, jusqu'à 11 produits exclusifs. Vous avez le lien dans la description et aussi mon code de réduction Louis 5. Louis 5 c'est pour 5 € de réduction, mais vous avez également Louis pour 10% de réduction. N'oubliez pas. Bon, nous sommes au Japon dans la pièce qu'on appelle le Genkan. Le Genkan, vous connaissez maintenant, c'est l'endroit où tu enlèves tes chaussures pour ne pas mettre tes dégueulasseries dans la maison. Comment on peut ne pas faire ça en France, bordel? C'est bien d'enlever ses chaussures, mais avoir une délimitation nette et précise, c'est quand même le luxe. Forcément, vu qu'on a ce Genkan qui sépare en fait au Japon le uchi et le soto, il y a vraiment toute une philosophie par rapport à ça au Japon. C'est au-delà du dehors-dedans. Ce qui est à l'extérieur est sale et tout ce qui est à l'intérieur doit rester propre. Il y a même des petites, des traditions avec Onima Soto par exemple en disant les démons doivent être à l'extérieur. Chose qui viendra systématiquement dans toutes les maisons japonaises, c'est
ceci. Ça s'appelle le getabako et c'est un mot très compliqué pour dire boîte à chaussures. Voilà, c'est juste un endroit pour mettre ses chaussures. Mais il y a autre chose à faire quand vous venez dans une maison japonaise avec vos chaussures, c'est qu'il faut les enlever correctement. Et oui, alors ça, sachez que ma mère juge énormément une personne à la façon dont elle laisse les chaussures à l'entrée. Si tu laisses comme ça, tu vois, genre en mode bas les couilles, vous faites ça chez moi, ma mère elle dira rien, juste elle notera. À la japonaise comme ça. Non, en fait, il faut bien aligner les chaussures en fait dans ce sens-là. Déjà, si elles sont comme ça, là c'est pas bien, mais si tu fais comme ça, c'est déjà pas mal. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Surtout qu'en plus, si tu les mets n'importe comment, après tu galères, tu vois. Autre chose très importante dans le Genkan, pourquoi il doit être assez large et pourquoi on est content quand il est large, eh bien c'est parce que on doit déposer ces fucking poubelles devant ici en attendant de pouvoir les mettre dehors. Parce que parfois tu dois les garder 2 semaines ici si t'es pas là les bons jours pour les mettre dehors. Oui, c'est m'arrivé récemment. Je te jure, vraiment t'es en PLS hein, quand c'est comme ça t'arrive. Tu peux rien faire. C'est pour ça que j'ai mon truc anti-odeur qui est là en fait. Parce que parfois les poubelles elles puent ça. Bref, voilà. Ouais. Allez, rentrons. Toutes les portes dans une maison japonaise, quand elles sont pas coulissantes, elles s'ouvrent vers l'intérieur de la pièce. Sauf les toilettes, où c'est vers l'extérieur. Bon après ça se comprend, je veux dire l'espace n'est pas non plus énorme à l'intérieur. Alors bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire qu'il y a des toilettes japonaises au Japon. D'ailleurs il y a des marques aussi qui commencent à se développer en France par rapport à ça. En revanche, il y a une fonctionnalité, pour moi, était normale. J'ai découvert qu'en fait ce n'est pas systématique. Vous avez les toilettes comme ceci, voilà et tout, vous venez de poser une gigapêche, vous fermez. Oui, faut fermer, sinon ça éclabousse. Tu appuies là, et là t'as un petit robinet en fait pour te laver les mains. Et j'ai découvert que ça, en France en fait, vous êtes très très peu nombreux à l'avoir. J'ai fait un sondage sur Instagram parce que je pensais que les gens en avaient ce genre de truc. Soi-disant, il y en a 24% qui disent que ça existe en France, mais bizarrement quand on leur demande est-ce qu'ils ont ça chez eux, ça descend à 6%. Au Japon, c'est partout, c'est plus rare de ne pas les trouver, alors qu'en France, bah... bon courage. On va passer à la pièce maintenant la plus intéressante de cette vidéo, je pense. Il y a énormément de choses à dire dans une salle de bain au Japon. Déjà, la première chose, c'est qu'il y a 2 parties. Donc, il y a la partie, on va dire, lavabo, où tu mets aussi la machine à laver. C'est plus la pièce où voilà, tu n'es pas tout nu. Et il y a la pièce où tu es tout nu. Et cette partie-là, en fait, c'est très classique. C'est même pas construit, c'est vraiment un bloc de salle de bain qui font livrer et qui déposent. En fait, tu peux voir les délimitations. Là, typiquement, ça, c'est la porte qui mène au bloc. Mais après, derrière... tu vois, en fait, tout est du plastique en fait autour. Ce bloc-là existe indépendamment de celui-ci et c'est très utile parce que, vous avez vu, on a un panel de contrôle et ce panel, il y a énormément de boutons pour à peu près faire toujours la même chose. Hein. T'as vraiment séchage, chauffage, essorage. Non, il n'y a pas essorage. Là, par exemple, si vous voulez faire sécher votre linge à l'intérieur, quoi. J'imagine la pièce qui la pièce qui tourne. Non, mais en gros, ce bouton-là, par exemple, c'est pour faire sécher le linge et puis tu peux mesurer, enfin, tu peux mettre le timer en fait pour faire chauffer la pièce. Ça va vraiment devenir très très chaud à l'intérieur. Ce genre de fonctionnalité, c'est très intéressant parce que ce serait complètement inutile en France. Parce qu'en France, en fait, même quand vous mettez vos fringues dans un sous-sol, eh bien, ça sèche. Au Japon, rien ne sèche. Parce que moi j'ai l'habitude en fait dans la salle de bain en France de mettre un peu d'eau partout. Je m'en fous, ça sèche. Après derrière, on s'en fiche. Au Japon, ça ne sèche pas. Ton linge, il peut rester mouillé des années. Donc soit tu le mets dehors à des heures précises et donc là avec le vent et la chaleur ça va aller. Mais si t'es en hiver et que t'es pressé et que du coup c'est la nuit, eh bah heureusement que ce système est là parce que sinon tu serais complètement baisado. Il y a aussi la fonctionnalité de simplement ventilation pendant 24 heures, c'est quand par exemple t'es dans le bain et tu veux pas qu'il y ait de la buée partout. Ce qui est un peu vicieux d'ailleurs, c'est que tu peux pas couper avec le bouton couper. Chez moi, faut appuyer en longue push. Voilà. Très longue push, hein, t'as vu, c'est un long push. Hein. On a ce panneau là, mais ce n'est même pas le seul panneau de contrôle de ce bloc de salle de bain. La suite est à l'intérieur, mais avant ça, je veux vous montrer ceci. Alors ceci, c'est un locker, hein, tout simplement. Là c'est écrit locker, on peut plus rentrer. Vous vous dites ok, bizarre, c'est pour enfermer quelqu'un parce qu'un locker de l'extérieur, c'est étrange. Ce serait plus logique qu'il soit à l'intérieur. Et ben en vérité, il est aussi à l'intérieur. Là regardez, filme ça. Voilà, là c'est locké, je peux plus sortir. Et là, c'est déloqué. Vous vous dites, à quoi sert un verrou s'il peut être ouvert dans les 2 sens? Je vous laisse réfléchir. Tu le sais ou pas, Mitsuko? Moi, je l'ai à la maison et je sais le genre de moment dans lequel j'utilise, mais... Non, en vrai, c'est un truc qui va te concerner dans plusieurs années. Ah, bah oui, bah oui. T'as compris? Oui, oui. En fait, faut se fier à la hauteur, en fait, du locker. C'est pour que les enfants ne rentrent pas dans la salle de bain quand papa ou maman sont dans la salle de bain. Pourquoi papa ou maman ne voudrait pas que les enfants rentrent dans la salle de bain à un certain moment? Peut-être cette fonctionnalité permet de remonter le taux de natalité de, je sais pas, 4%, t'en sais rien. Hein. Ça se trouve, ce verrou travaille pour le Japon énormément. Une chose que j'ai oublié de présenter dans la vidéo des différents objets au Japon que vous n'avez pas en France, eh bien c'est tout simplement ceci. Voilà, ce sont 2 plaques. Alors pour le coup,
on comprend à quoi ça sert, c'est juste pour en fait couvrir le bain pour que la chaleur ne s'échappe pas. Parce que en fait dans les salles de bain classiques, et ben au Japon, comment vous faites? D'abord on se douche, généralement il y a même une petite chaise en fait comme ça pour se doucher et tout, tu te douches, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un robinet ici. T'as aussi un seau d'eau pour te le recouvrir sur la tête et tout, comme ça tu te laves avant de rentrer dans le bain, et toute la famille partage la même eau de bain. Je sais, il y a des gens qui sont choqués, mais avec cette eau de bain, ça ne s'arrête pas là. Les Japonais sont des fucking rats, ce sont des maîtres ratus. Ils récupèrent cette eau du bain avec un tuyau comme ça qui fait pour la mettre dans la machine à laver. Les Japonais lavent le linge parfois avec l'eau du bain. Pour moi c'était vieux, c'est mes grands-parents qui faisaient ça dans leur appartement il y a longtemps. J'ai mis ça sur Twitter et il y a des gens qui m'ont dit non, je le fais encore et tout, machin au Japon, ça se fait encore. Donc vraiment il y a un recyclage à fond de cette eau du bain, il va jusqu'au bout. Tu te laves avec, tu laves tes fringues avec, enfin c'est... tu fais tout avec. Le Japon technologie, aujourd'hui cet objet est un peu dépassé parce que j'ai le panneau de contrôle ici de température du bain. Alors, en vérité, il y a beaucoup de choses pour régler la température dans la maison. Déjà, première chose, quand tu appuies ici, là je viens d'éteindre l'eau chaude dans la maison entière. Je trouve ça super pratique parce que ça permet de ne pas faire de dépenses inutiles, voilà, c'est très cool. Ensuite, quand tu allumes, tu as deux températures en Celsius. 50 en fait, c'est le maximum de température chaude que peut donner en fait la maison. C'est-à-dire que si je prends ce truc là, ce curseur là, que je le mets à chaud, que je débloque en appuyant sur le bouton Overdrive de Heat, et que je mets jusque là, c'est de l'eau à 50 degrés qui va sortir, donc ça va me brûler. C'est pour ça qu'il y a un locker ici. Mais ça existe en France, hein, pour le coup, ça. Je sais. Deuxième température qui est affichée ici, il s'agit de la température du bain. Donc en fait, si je fais couler un bain en automatique, en appuyant sur ce bouton ici, eh bien l'eau va couler toute seule dans le bain et elle sera à 43 degrés précisément. Et là où c'est pratique, c'est que cette eau du bain, elle va rester à 43 degrés. C'est-à-dire que si par exemple tu t'amuses à rajouter de l'eau froide à l'intérieur, eh bien la machine va comprendre que l'eau refroidit et va remettre de l'eau chaude. Et en plus, elle est trop maligne parce qu'elle va pas se contenter de remettre de l'eau chaude. Elle va enlever de l'eau qui est tiédasse pour mettre de l'eau chaude, pour garder le même volume d'eau. Tout ce panneau de contrôle en tout cas est très pratique et vous voyez il y a même des speakers ici parce que elle parle. Et autre chose, là elle l'a pas dit mais parfois elle le dit, est-ce que vous avez pensé à bien appuyer sur le bouton pour fermer le bain, pour pas que l'eau elle s'échappe, parce que sinon bah tu jettes de l'eau pour rien. C'est pratique parce que souvent je l'oublie. Quand je retourne en France, j'ai vraiment l'impression de revenir au Moyen-Âge sur cet aspect-là parce que j'aime bien prendre des bains et je suis obligé de jouer à l'alchimiste avec ma main, donc faut gérer ce truc-là, tu vois, c'est pas évident. Il y a énormément de fonctionnalités qu'on a montrées ici, d'ailleurs vous voyez que c'est prévu pour le séchage hein, parce qu'il y a même une barre comme ça pour accrocher votre linge, mais il y a un bouton qu'on n'a pas encore présenté ici. Il s'agit de celui-ci. Imaginons je suis dans le bain comme ça et tout se passe bien et tu te demandes mais à quoi peut servir ce bouton? Vraiment, ça doit être une fonctionnalité de fou, peut-être un bain à remous, quelque chose comme ça. Ce n'est pas un bain à remous malheureusement. C'est un mode Night Shift, mesdames et messieurs. C'est la fonctionnalité la plus Apple de la salle de bain. Moi, je pensais juste pour pas agresser tes yeux, parce que comme tu prends ton bain en fin de journée, faut pas que la lumière, elle t'agresse les yeux, tu vois, tu commences à rentrer dans un état de sommeil et tout, mais qu'il y a un bouton spécifiquement pour ça quand tu es dans le bain et lui avoir des plaintes. Oh, au moment où je rentre dans le bain et que je suis calé, je viens de me rendre compte, la lumière, elle m'agresse. Oh, je sais pas quoi faire. Je sais pas si t'as remarqué, mais il est vraiment placé de manière à ce que t'appuies avec le pied, quoi. Je trouve ce bouton, il dépasse toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir, mais dans toute la maison. C'est mon truc préféré. Tu réappuies dessus, la lumière devient bleue. C'est incroyable. Et moi je l'ai pas moi. Parce que moi ma maison c'est années 80. Ah et du coup il y a pas... J'ai le panel, j'ai tout, mais j'ai pas le night shift. Ah ça c'est bien de dire ça. Vous voyez que dans une maison des années 80 il y avait déjà le panel. Vous vous rendez compte? En 40 ans on n'a pas réussi à importer cette technologie en France. Ah non c'est tragique, c'est tragique. Passons à la suite. Je sais pas pourquoi, dans les salles de bain au Japon, il y avait ça exactement dans l'appartement de mes grands-parents aussi. Il y a un compartiment secret. Il y a toujours un compartiment comme ça que tu peux ouvrir. Moi j'ai ça chez moi aussi, t'as plusieurs raisons pour lesquelles tu peux l'utiliser. Ce qui est bien c'est que comme c'est sous-sol, peu importe le temps qu'il fasse frais, c'est toujours à la même température. Donc par exemple moi j'en ai un dans ma cuisine. Je peux ranger par exemple mes bouteilles d'eau, qui soient l'hiver, l'été, quoi que ce soit, elles sont toujours à la même température. Et du coup ça te permet d'avoir un espace en plus pour stocker du coup soit de la bouffe, du machin. Pour moi je pensais les produits d'entretien. Exactement, tu peux aussi, dans la salle de bain c'est fait pour ça. Et puis après, souvent les Japonais l'utilisent pour un truc aussi, c'est pour mettre les kits de survie. Ah, comme ça ils se sont réfugiés sous la table et ils sont très loin pour ouvrir le kit de survie qui n'est plus ouvrable parce qu'il y a des débris dessus. Allez, on passe à la suite. On a vu la salle de bain, mais qu'est-ce que vous diriez si je vous disais que je peux activer un bain depuis la cuisine? Regardez, j'ai un panel de contrôle de température de la maison miniature ici aussi et je peux également verser un bain depuis ici. Ça c'est vraiment la fonctionnalité pour les mamans qui veulent activer le bain et qui ont la flemme de descendre. Parce que là tu vois,
pareil, t'as les trucs. Et d'ailleurs, on peut le changer, ça peut ne pas être la même température d'eau ici. Je sais pas comment ils font d'ailleurs. J'ai pas de ballon de chaude. Tu peux activer le bain aussi et tout, enfin bref. T'as oublié une fonctionnalité de fou. D'accord. Ah, pour redire quand le bain est prêt? Non, pour que quand il y en a un qui est dans le bain, il puisse appeler l'autre. Ah, je sais pas si je l'ai en vrai. Je suis récemment devenu papa. Ça arrive très souvent que soit moi, soit Fanny, on se douche, on prenne notre bain avec le bébé. Et tu es Sauf coincé. que on est coincé avec le bébé en mode soit on sort tout nu tous les deux, soit. Et ben en fait, il y a un petit bouton qui est le bouton Yobidashi. Et du coup, s'il y en a un de nous deux qui est dans la cuisine qui fait la popote ou le ménage, t'appuies dessus pour dire c'est bon, on a fini, tu peux venir chercher le bébé. Oh, trop bien, je connaissais pas. Ouais, c'est vrai que du coup le speaker se prend beaucoup plus d'intérêt maintenant. Ok, ce suivant, ça j'ai déjà présenté, mais c'est juste, y a pas ça en France en fait. C'est un compartiment à cuiseur de riz avec ça en fait. Parce que comme je vous l'ai dit, en fait, il faut que la vapeur s'échappe et donc du coup tu dois, en fait ça s'utilise comme ça. C'est pas genre tu cuis le riz et tu le mets à l'intérieur. Tu le sors et tu le laisses comme ça. Et ça, bah ça existe pas en France. Bon après dans la cuisine j'ai déjà parlé de beaucoup de choses. C'est juste, j'ai découvert que j'avais un lave-vaisselle. Je ne savais pas. Ouais, je me souviens plus. Mais j'utilise pas de toute façon, je déteste ça. Excusez-moi, j'ai un problème avec la vaisselle. Je pense que ça se voit un petit peu à la manière dont j'ordonne mes trucs ici. En fait, je déteste le lave-vaisselle pour la bonne et simple raison que ça fait grincer les verres. Ah, je supporte pas ça. La fonctionnalité qu'il y a dans toutes les cuisines japonaises et qui est absente de toutes les cuisines françaises, je pense. Un endroit pour faire griller le poisson. Bon, ça peut aussi s'utiliser pour comme grille-pain légèrement, mais techniquement c'est pour le poisson au Japon, voilà, c'est ça. Bon, il y a un truc que j'ai même pas présenté tellement c'est aberrant pour les Français et pourtant assez normal pour les Japonais, c'est le fait que la cuisine et le salon se retrouvent, et bien tout simplement, au premier étage. Ça permet d'avoir une plus grande pièce de vie et je comprends pourquoi ils font ça. J'ai remarqué aussi un autre truc, c'est que en France, généralement, on met l'évier devant un mur. C'est la classique. Alors qu'au Japon, quand ils peuvent, c'est pas systématique, mais quand ils peuvent, ils essaient de mettre le lavabo en face du salon. Et je pense que c'est tout simplement pour que la maman, ou le papa hein, éventuellement, surveille les enfants pendant que ça fait la vaisselle. Parce que si t'es de dos comme ça, tu peux pas surveiller les enfants. Alors que si t'es comme ça, tu vois tout le panel. Et c'est beaucoup plus agréable. Bref, comme je vous le disais, le salon est au premier étage et au rez-de-chaussée. Et encore une fois, il y a plein de choses à présenter ici, comme par exemple tout simplement les clims. Il y en a systématiquement au Japon, c'est même pas envisageable de ne pas en avoir. Hein. Vraiment, je sais que ça existe en France aussi, mais au Japon, enfin, je pense qu'on avoisine les 99,9%. Mais aussi, en France, il y a des radiateurs. Ici, il y en a pas. Ah, c'est vrai. Bien vu, effectivement, au Japon, bah, c'est clim chauffage et c'est le même bloc. Et bon, les déperditions thermiques, j'en ai déjà parlé, etc. Blablabla. Autre fonctionnalité thématique au Japon, et là vraiment je ne comprends pas pourquoi on n'a pas ça, c'est le Amido. Alors Amido, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un couvre... Pas anti-moustique en fait, je suis con, c'est un anti-moustique. Vous voyez, si je laisse comme ça ouvert, c'est très agréable, mais le problème c'est que les moustiques peuvent rentrer, ça va être désagréable. Alors que si je mets ça, je peux profiter de l'air frais sans profiter des moustiques. Ça permet justement au Japon de ne pas avoir énormément de podcasts ou de tweets qui disent « Oh là là, les moustiques, qu'est-ce que c'est chiant, vraiment, team été ou team hiver ?» Je critique, mais tu sais, j'ai fait une vidéo sur comment tuer des moustiques. Vous n'allez pas voir cette vidéo. Vraiment, c'est très vieux. J'étais très jeune. Pas tant que ça. Bref. On continue avec les fonctionnalités classiques d'une maison japonaise. J'ai été agréablement surpris de voir à quel point c'était facile d'installer des lumières dans une maison au Japon. Vraiment, c'est excessivement simple. Voilà, merci. Vous voyez, en fait, ça ressemble à ça au départ. Et du coup, t'as un bloc et t'as rien à faire. Franchement, j'ai vu à quoi ça ressemble les tutos en France, là, pour attacher des luminaires. Et me mentez pas, j'ai acheté une maison en France aussi. C'est une misère. C'est une misère. Ah là là, regardez. On constate qu'ils ont été assez intelligents de rendre ça transparent, qui fait que tu vois où tu insères. Et c'est fini. Bon, là, ça fonctionne déjà comme ça, en fait. C'est fini. C'est juste trop bien. Luminaire extrêmement facile. Et autre fonctionnalité qui est basique au Japon, mais en fait, quand je dis basique, c'est vraiment, c'est même dur de pas la trouver. Tout simplement, le réglage en mode night shift de la lumière. On a une télécommande pour régler la lumière, hein, tout simplement. Que ça soit si je baisse, vous le voyez bien. Et je peux changer bien sûr la nature. Là je mets très blanc. Et ce qui est bien, c'est que vous avez carrément des boutons de sauvegarde au cas où tu veux sauvegarder ton setup de lumière avec Memory 1, Memory 2. Et encore une fois, c'est pas un truc où j'ai fait l'effort de le trouver, hein. C'est vraiment le truc de base. Et c'est même dur de pas l'avoir en fait. Ah oui, je voulais vous montrer un truc aussi, c'est que les Amido, ils sont vraiment partout. Parce que là par exemple, on se dit mais comment tu peux mettre un volet de... En fait, il y a une couverture enlevable en fait, pour empêcher les moustiques de rentrer au cas où tu ouvres la fenêtre. C'est-à-dire que toutes les fenêtres sont équipées au Japon de cet Amido qui permet de lutter contre l'envahisseur. Et avant d'aborder la dernière pièce d'une maison japonaise très différente d'une maison française, je dois vous expliquer les différences moins visibles qu'on ne voit pas à l'œil nu entre une maison en France et une maison au Japon. Nature de la maison.
80% des maisons au Japon sont comme celle-ci, en bois. Je vous rassure, les fondations sont quand même en béton, mais tout le reste, eh bien c'est du bois. C'est pas porteur ça. Premier avantage, c'est que c'est construit de manière antisismique et c'est complètement obligatoire au Japon. Je veux dire, il y a littéralement des milliers de séismes par an, tu ne construis pas sans que ça soit antisismique. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on imagine, en fait, antisismique, ça veut pas dire qu'il ne bouge pas, c'est plutôt le contraire, c'est qu'il bouge plutôt bien avec le mouvement du sol. Deuxième avantage, c'est que la construction est extrêmement rapide, ça dure à peine 4 mois, parce que c'est un modèle prédéfini par le constructeur et il y a carrément des quartiers où tu peux visiter les différents modèles de maisons type d'une entreprise. Et vu qu'ils font souvent la même chose, eh bien c'est très bien fait, les finitions sont nickel. Il y a même des repasses plusieurs fois dans la maison, en fait ils la finissent une première fois, après il y a un contrôleur qui vient checker s'il n'y a pas des détails voilà, qui vont pas et met des petites flèches partout dans la maison. Mais c'est pour ça qu'à la fin tu n'as aucune mauvaise surprise lorsqu'on te rend ta maison, ce qui n'est clairement pas le cas en France. En France t'as toujours un truc à réparer, un tuyau d'eau, la rambarde, les escaliers, ah t'as toujours un truc. Là vraiment pour le coup ça c'est une grosse différence France-Japon. Mais le désavantage de ces maisons comme la mienne qui sont toutes en bois, eh bien c'est qu'au bout de 60-80 ans, elles seront bonnes pour la casse. Ouais bon j'abuse un petit peu mais c'est pas de la pierre quoi, donc au bout d'un moment fatalement ça va vieillir, c'est du bois, ça vit et ça meurt. Et c'est là où on comprend que le prix de l'immobilier pour ce genre de maison au Japon, c'est pas tant la maison, c'est plus le terrain. Et je trouve ça fou de voir comment le système immobilier japonais s'est adapté à ces conditions en se disant que voilà une maison c'est 60-80 ans, après on rase, on reconstruit. Heureusement que ça coûte pas cher parce que sinon ce serait une galère. Bon comme je vous l'ai dit ça c'est 80%, mais les 20% restants c'est quoi? Alors déjà il y a d'un côté les maisons avec des constructions en métal, donc on élève le standing, mais on peut encore monter en gamme avec quelque chose de plus rare et de plus luxueux, les maisons en béton. Et quand je dis béton, c'est-à-dire que c'est même le béton qui est apparent dans la maison, c'est même une fierté au Japon. Par exemple, la maison que j'avais visitée à 10 millions d'euros, eh bien ça en fait partie. Elles sont très chères à la construction, mais beaucoup plus résistantes au séisme et surtout au temps. En plus, il n'y a pas le défaut classique des maisons japonaises, à savoir l'isolation thermique et sonore. Bon, il est temps de passer à la dernière pièce, et cette pièce, elle s'appelle la washitsu. C'est une chambre japonaise traditionnelle, et malheureusement, dans cette maison, eh bien, j'en ai pas. Mais comme il y a beaucoup de choses à présenter dans cette pièce, on va bouger jusqu'à une washitsu que je connais bien. Et oui, effectivement, la washitsu au Japon, c'est la chambre traditionnelle japonaise. Alors forcément, chez moi, j'en ai pas, comme je vous l'ai dit, mais j'adore l'idée que dans certaines maisons modernes japonaises, il y ait une pièce comme ça. C'est comme si l'équivalent chez nous, on avait une chambre type médiévale, hein, avec vraiment la table, les dorures, enfin on n'a pas ça en France clairement. Et forcément, il y a plusieurs particularités dans cette pièce à vous présenter, et ça commence par en bas. Le tatami. Quand tu connais pas, tu te dis tout de suite waouh, stylé, trop cool, machin. En plus, il y a une odeur un peu du tatami, ça embaume la pièce, c'est vraiment l'odeur caractéristique. Quand tu en possèdes, c'est beaucoup d'emmerde. Encore là, on est en France, donc ça va, mais au Japon, bah, avec l'humidité, ça moisit au bout d'un moment avec le temps. Donc là, c'est pas l'odeur qui embaume, c'est plutôt l'odeur de pourriture, donc c'est pas terrible, clairement. Il y a ça. Ensuite, ça s'abîme super facilement un tatami. C'est pour ça que là, vous voyez, typiquement, il y a une table et les pieds sont super ronds. Et pourtant, il y a besoin de mettre des petits trucs comme ça pour protéger, sinon en fait tu vas niquer le tatami au bout d'un moment. Autre spécialité dans une pièce comme ça, eh bien c'est un petit temple qu'on a, un petit temple portatif qu'on peut avoir dans la pièce. Alors moi j'en ai pas, mais clairement si ça avait été entre guillemets dans cette pièce, ça aurait été plutôt par là. Le kabinana en fait c'est vraiment un petit temple portatif pour simplement prier à la maison. Alors moi je sais pas si c'est comme ça, mais ma grand-mère à l'époque, elle l'ouvrait toujours pour fêter l'anniversaire de la mort de certains membres de sa famille qui sont décédés depuis un moment. Ça arrive aussi parfois qu'il y ait certaines cendres qui soient stockées à cet endroit-là. C'est un truc un peu religieux qui existe et qui se trouve le kamidana. On continue avec ce truc là juste derrière qui s'appelle l'oshire. L'oshire ça veut dire quoi littéralement? Ça veut dire mettre des trucs dedans. Tu pousses des trucs dedans littéralement, et en fait c'est là où on met les futons. Alors forcément là vous voyez mon ancien matos, parce qu'avant je tournais ici donc il y a mon ancien matos, mais le futon on va en sortir un. Donc ça c'est un futon très très sympa au début, et puis au bout d'un moment, quand vous dormez dessus pendant plus d'une semaine, ça fait mal au dos. Voilà. Sachez qu'en fait au Japon, vu qu'on dort généralement dans ce genre de pièce, eh bien on doit apprendre à ranger. Alors dans les ryokan, les hôtels traditionnels japonais, c'est pas vous qui vous occupez de ranger le futon et de le remettre à chaque fois pour la nuit. Mais pour votre culture, je vais vous apprendre comment faire. Il ne faut jamais faire autre chose qu'en 3 morceaux. C'est comme ça, le futon c'est 3 morceaux. Jamais 2, jamais 4, surtout pas 4 parce que 4 ça porte malheur. Tu ne verras jamais au Japon quelqu'un qui fait ça et qui le range. C'est pas possible. Donc du coup, tu fais comme ça, hop là, hop là. Voilà, c'est la manière dont on range un futon. Et enfin, le meilleur pour la fin, il s'agit de l'engawa. Alors l'engawa, c'est la partie de la maison japonaise, ou plutôt de la pièce traditionnelle japonaise, qui est très particulière je trouve, parce que c'est dehors, mais c'est dedans. Alors,
Je m'explique. Tout ce qui est, je vous ai dit au début de la vidéo, Uchi, Soto par rapport au Genkan, eh bien Uchi c'est l'intérieur et Soto c'est l'extérieur. Donc Soto c'est sale et Uchi c'est propre. Donc forcément on enlève nos chaussures quand on passe à l'intérieur. Et l'Engawa, c'est physiquement dehors, mais psychologiquement dedans. C'est-à-dire qu'on va être dessus en chaussettes, en pantoufles, tout ce que vous voulez, jamais en chaussures sur l'Engawa. Vous avez compris? C'est le Uchi de la maison, mais il est dehors physiquement. Eh bien l'Engawa, il s'agit tout simplement de cette zone-là. Là, je suis toujours pieds nus sur la zone. Bon là, il fait extrêmement froid, du coup je me gèle les pieds. Mais c'est l'intérieur de la maison. C'est considéré comme étant à l'intérieur. Et c'est vraiment l'endroit parfait pour pouvoir observer le jardin, pouvoir se détendre un petit peu, prendre le thé. Vraiment, c'est la zone de détente, c'est la zone terrasse à la japonaise. Mais faut bien noter que cette fois-ci, on n'a pas nos chaussures, on est pieds nus. Vous l'aurez compris, avoir une maison en France ou au Japon, eh bien forcément ça a des avantages et des inconvénients. Perso, globalement, je préfère avoir une maison en France, mais c'est vrai que toutes les petites fonctionnalités qu'il peut y avoir dans une maison japonaise, ça penche dans la balance. Et puis autre chose, avoir tout nickel, parfait dès le début, ça pèse aussi beaucoup dans la balance. Donc voilà, maintenant, maison à la japonaise, maison à la française, à vous de me dire laquelle vous préférez. Merci beaucoup à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo, que ça soit en France ou au Japon, je continue d'en consommer. J'ai remarqué que les vidéos sur le quotidien au Japon, ça vous plaisait vraiment beaucoup en ce moment, donc je vais continuer sur cette lignée. Et sur ce, bah écoutez, merci beaucoup de regarder la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.